dont on peut passer peut-être à... Ah bah oui, je sais que c'est... D'ailleurs, vous allez pouvoir récupérer aussi le petit... Parce que voilà, l'idée, vous l'avez dit depuis le début, mais c'est vrai que c'était important quand même de réexpliquer un peu le contexte, d'en arriver à un exemple concret pour mieux comprendre quand même qu'il faut sacrément se battre pour y arriver. Vous avez envie de donner un vrai coup de pouce aux bailleurs sociaux. Voilà. D'où le lancement, c'est un petit peu officiel aujourd'hui, on peut le dire, de Sol Solidaire. Donc dites-nous tout. C'est des choses qu'on peut se permettre quand on a un certain âge, parce que, évidemment... on est moins soumis à la critique, et puis pour tout dire, les critiques, on s'en fout, quoi. Bon, voilà. Alors, donc, le principe, en fait, est très simple. Bon, je reprends le dessin, là, mais vous voyez, nous, on est parti sur le principe, alors c'est des valeurs moyennes au niveau national, que ce soit à Lille ou à Marseille. Donc voilà, il faut prendre ça comme des ordres de grandeur plutôt que des valeurs absolues. Hein. Bon, 1 kW crête par logement, on considère que c'est à peu près ce qu'il faut. Donc pour 30 logements, 30 kW crête. Vous voyez que ça, c'est déjà un chiffre qui doit vous rappeler quelque chose. Ce matin, on a dit qu'à 30 kW crête, normalement, il n'y aurait plus de taxes, il n'y aurait plus rien. Hein. Bon, donc ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, bon, la production annuelle, eh bien, elle sera de 1000 kWh du côté de Paris et 1300, ou peut-être un petit peu plus quand on est dans le Midi. Et donc, on vise un objectif entre 20 et 30% de la consommation électrique du logement. Le principe est le suivant. On s'est dit, bon, on a de l'argent public pour financer les projets solaires, notamment dans le logement social. Il y a du FEDER, il y a des tas d'aides européennes, d'ailleurs, qui ne sont pas totalement utilisées. Hein. Il faut le savoir que chaque année, enfin, plutôt tous les 5 ans, on rend de l'argent à Bruxelles parce qu'on n'a pas eu assez de projets à financer. Donc, c'est quand même, il faut savoir qu'il y a des ressources. Mais malheureusement, ces aides ne peuvent pas couvrir 100% des projets. Il faut toujours que le maître d'ouvrage apporte 20-30% du montant du projet. Et c'est là que ça coince, parce que de deux choses l'une, soit il les finance, et à ce moment-là, il faut qu'il répercute sur les locataires le coût de ce truc-là. Et donc, le locataire ne voit aucune économie, ou très peu. Ou alors on ne fait pas les projets. Voilà, bon. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. Les projets ne se font pas et l'argent repart à Bruxelles. Alors on s'est dit comment mobiliser de l'argent du secteur privé, en gros des entreprises du CAC 40, on va dire, hein, ou du SBF 250, là, bon, des grandes boîtes, bon, qui finalement en ont assez de planter des arbres, même si maintenant, à cause de l'Amazonie, là, on va avoir une concurrence sérieuse. Mais bon, voilà, ils ont une politique RSE, ils font des choses tous les ans pour des tas de causes tout à fait louables. Mais on s'est dit, peut-être que ça pourrait les intéresser de mettre de l'argent dans le solaire, dans le logement social. Et donc on a testé un petit peu et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un intérêt pour ce sujet-là. Alors on s'est dit, comment faire venir un peu dans la boucle tous ces méchants spéculateurs qui ont fait du solaire jusqu'à aujourd'hui. Là, je vois Daniel Bourg, là, avec... le lien va être... multimilliardaire. Vous venez de dire méchant spéculateur. Multimilliardaire avec la Compagnie Générale du Solaire. Bon, qui se dit, j'ai plein d'installations, finalement, quelle bonne cause je pourrais faire. Bon, ben en fait, je lui ai proposé, je lui ai dit, voilà, tes installations, tu ne le sais pas, mais elles ont beaucoup de valeur. Bien sûr, elles ont de l'électricité que tu vends, ça c'est ton premier métier, mais elles produisent aussi des données. Et donc ces données, en fait, je vais lui dire, tu vas me les vendre. En fait, plus exactement, tu vas me les prêter. Et ces données, pour chaque mégawattheure qu'il va produire et vendre sur le réseau, je vais lui attribuer un sol. Le sol, vous savez, c'est l'ancienne monnaie française, et c'est un certificat, un sol. Bon, bien nommé. Et ce sol, enfin, c'est comme un billet de Monopoly, si vous voulez, en gros. Hein. Voilà, bon. Donc, je vais lui donner un sol. Et ces sols, une fois par an, je vais lui dire, tu amènes tes sols, et on va les vendre aux enchères. Alors, il va venir avec ses sols, on va faire une belle soirée, pleine de people, tout ça. Et dans la salle, il y aura des tas de gens, Monsieur L'Oréal, Monsieur LVMH, etc., qui seront là, bon, et qui vont acheter des sols. Alors vous allez me dire, pourquoi ils vont acheter des sols? Ils vont acheter des sols parce qu'ils savent que l'argent qui va être récolté va permettre de financer les projets. En fait, nous, Sol Solidaire, nous ne sommes qu'un modeste intermédiaire. Tout se passe comme si les sols de M. Daniel Bourg venaient directement dans la poche de M. LVMH qui va donner des sous à la place. Et ces sous, avec ça, on va apporter une subvention privée au maître d'ouvrage social. Et ce maître d'ouvrage social, en fait, il va utiliser cet argent comme une subvention privée.
Au lieu de mettre les 30% de la poche de l'office, il va les mettre grâce à cette subvention. Ce qui veut dire que son projet sera financé à 100%. Vous comprenez la manip? Et toutes les économies qui seront réalisées vont être pour le locataire. C'est ça l'intérêt du sujet. Alors, si on prend des chiffres, une fois de plus, des ordres de grandeur, 1 700 €, c'est le prix de logement équipé en solaire. C'est sûrement moins, hein, mais enfin bon, partons là-dessus. Subvention publique 2 tiers, 1 000 €, je vous ai dit, il n'y a pas de problème pour les trouver. Apport de l'entreprise, 500 €. Et puis, il faut payer le TURP et la CSPE, mais comme vous l'avez vu, il est fort probable qu'en dessous de 30 kW, on n'ait plus à payer tout ça. Dans un premier temps, puisqu'il faut le payer aujourd'hui, je vais demander à Enedis de nous apporter une subvention équivalente au montant du TURP qu'il faut payer, parce qu'il n'y a pas de raison quand même. Bon. Eux aussi, ils ont besoin de faire des travaux dans le domaine de la RSE. Alors, en fait, quand on a présenté ça au cabinet du ministre de l'économie, bon, on a eu un accueil poli, suivi de l'enthousiasme débordant. Donc, c'est la soirée de gala. C'est sûrement ça qui les a attirés. Et donc on a fait une note pour le vendredi, et dès le lundi matin, le ministre Bruno Le Maire publiquement annonçait que le gouvernement allait soutenir Sol Solidaire. Alors, on n'a pas perdu de temps, et grâce à notre vice-présidente Sylvie Perrin, de Gaulle, associés, etc. De Gaulle, Florence et associés. Oui, ça, je voilà. Plus. Donc, elle a... et fondatrice de la plateforme Vert, on le rappelle aussi. Absolument. Donc, elle a fait... on a préparé un rescrit, hein, et pour dire à Monsieur le ministre, vous avez dit que vous allez soutenir, maintenant, on va vous demander de passer aux actes et de nous garantir que les entreprises qui mettront 500 € auront bien 300 € d'économie sur leur impôt société. Donc ça, c'est en cours. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise, finalement, pour chaque logement, va dépenser 200 €. Et ces 200 € vont générer 200 € d'économie si on est à Marseille, ou 150 € si on est à Paris, tous les ans, pendant toute la durée de vie d'installation. Vous voyez qu'il y a un sacré enjeu là-dessus. Hein. Pourquoi c'est pas pareil à Paris et à Marseille? Parce qu'il y a plus de soleil à Marseille. D'accord, ok. Voilà. Oh, bah, peut-être bientôt, on ne sait pas, hein, ça va peut-être s'inverser avec tout ce qui se passe. On ne sait jamais. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est quand même un enjeu qui est assez important. Et finalement, quand on a développé ça, qu'on a présenté, qu'on est rentré un peu dans les détails avec les pouvoirs publics, etc., bien en fait, ils ont considéré que c'était une piste intéressante, d'autant que nous, on va avoir des exigences. C'est-à-dire qu'on va apporter ces subventions au maître d'ouvrage public, on va lui dire, voilà, vous allez faire un marché public pour faire vos appels d'offres comme vous faites habituellement, mais nous, on va être exigeants, on va introduire des clauses, notamment pour faire travailler des entreprises locales, pour faire appel, bien entendu, à des entreprises qualifiées, pour faire en sorte que les produits qu'on utilise seront des produits européens, etc., etc. Toutes choses que les pouvoirs publics seraient ravis de pouvoir faire, mais que la réglementation ne leur permet pas de faire à cause de l'encadrement européen. Voilà un petit peu le cadre de ce projet-là. Donc ça, c'est le cadre. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Des appels à participation, voilà. C'est ça? Parce qu'il faut aller maintenant vers les bailleurs sociaux, ceux qui sont intéressés. Voilà. Alors, il y a plusieurs appels à projets. D'abord, auprès des producteurs d'énergie, style Daniel Bourg, en lui disant, toutes tes installations valent des sous, donc donne-nous tes chiffres. Voilà, bon. Premier truc. Mais ça, c'est facile parce que donc déjà, vous avez bien compris que ça ne leur coûte rien. Ils vont se glorifier de faire des logements sociaux partout en France. Bon, donc c'est très bien. Deuxième truc, c'est auprès des investisseurs, ceux qui vont mettre du cash. Donc ça, il y a un gros travail à faire là-dedans. Et puis, bien entendu, auprès des maîtres d'ouvrage sociaux pour détecter les projets. Mais ça, on va le lancer maintenant. Alors, on a réuni pour ça un petit nombre de fondateurs, dont j'ai déjà parlé de Sylvie, mais aussi d'Emmanuel Coste, donc qui est... C'est toujours bien d'avoir une ancienne ministre dans un truc, hein, parce que ça non, mais je dis ça, moi, parce que ça calme un peu, voilà. Et donc, elle apportera, bien sûr, la dimension, sa connaissance du dossier, d'abord, qui est immense et quasiment infinie, mais aussi, bien entendu, sa connaissance de l'USH, qui est la fédération, en gros, de tous les organes sociaux. On a réuni également l'ADEME, et son président a été très, très, très motivé quand je lui ai présenté ça, parce qu'il tout ce qui concerne, en fait, la précarité le touche énormément.
Ensuite, comme j'ai quelques relations dans le milieu bancaire, j'ai sollicité le groupe BPCE. BPCE, c'est-à-dire Banque Populaire, bon, ça, ce sont des entreprises qui font beaucoup de projets, qui donc, seront intéressées s'il y a une augmentation de volume. Et puis, CE, c'est les caisses d'épargne qui sont aussi très actives dans le financement du logement social. Voilà, je crois que j'oublie personne. Si, bien sûr, il y a l'Airplan, évidemment, qui regroupe tous les professionnels. Voilà pour le truc. Alors, on démarre maintenant. L'objectif, c'est de pouvoir faire une première soirée au printemps, là, voilà, ou le premier jour de l'été. Enfin, il faut qu'on choisisse une date un peu symbolique et qu'on puisse avoir un premier volet de projet pour le printemps prochain. Avec les pouvoirs publics, on s'est donné un objectif, c'est d'avoir à peu près un volant d'environ 20 000 logements par an à partir de l'année 2 ou 3. C'est-à-dire, en fait, après une période de rodage, il faut qu'on ait un flux assez intéressant. Et je pense que ça va générer du boulot pour les entreprises, ça c'est quand même intéressant. Et ça va aussi, surtout, générer beaucoup d'économies. On a un effet de levier très important. Alors, dernier point. Et juste, vous parliez de l'accueil du ministère, mais apparemment l'action sociale de votre association, Sol Solidaire, pourrait être financée dans le cadre de l'appel à projet accompagnement et transformation des filières du programme d'investissement d'avenir. Vous avez parlé de la tout à l'heure. Si déjà ils nous garantissaient le crédit d'impôt, ce serait pas mal. Ce serait déjà très bien. Voilà, déjà, pour cette année, je crois que c'est bien. Après, on verra. Alors après, on a d'autres revendications. Par exemple, le fait de pouvoir mettre une pincée de certificat d'économie d'énergie. Bon, si vous faites un chauffe-eau solaire, par exemple, vous voyez, l'énergie solaire est éligible au certificat d'économie d'énergie parce que l'énergie thermique que vous produisez avec le capteur solaire, elle est considérée comme étant des économies d'énergie. Mais si vous faites de l'électricité, oh là là, l'électricité, on n'y touche pas. Donc ça compte pas. Ça compte pas. Alors là, il va falloir travailler. Il n'y a aucune raison qu'il y ait cette différence de traitement entre le thermique et le photovoltaïque. Je sais bien que l'électricité était un peu de chasse gardée jusqu'à aujourd'hui, mais comme les choses deviennent normales maintenant, il va falloir qu'on ait le même traitement pour l'électricité que pour le thermique. Voilà. Je suis très intéressé qu'on finance des bornes de voitures électriques, c'est très bien, mais je pense quand même que c'est aussi important de financer des logements sociaux avec des gens qui, je le rappelle, ont du mal à payer leurs factures et à qui souvent on coupe l'électricité. Merci pour la présentation. Alors je vais faire réagir Emmanuel. Oui, on peut vous applaudir évidemment. Je vais faire réagir Emmanuel Cospe, mais peut-être Luc Soulier, justement un mot sur cette démarche, vu vous, tout ce que vous avez rencontré, parce qu'on a bien compris qu'au début, quand vous tapiez aux portes des départements, il fallait trouver du financement. Tout à fait. Nous, c'est vrai que des financements européens, il y en a certainement, mais en tout cas, les circuits ne sont pas si simples que ça, puisque nous, on n'est pas arrivé à en trouver, en tout cas. Alors peut-être on n'a pas actionné un bon levier ou on n'avait pas demandé à Texol. Voilà. En tout cas, moi, je voudrais saluer le projet qui est remarquable. Et nous, dans l'Aveyron, on est dans le sud de la France, on a envie de faire des projets, on a envie de continuer dans ce sens-là. Et c'est vrai que des fois, c'est ce frein des 30-40% qui nous manque pour réaliser un projet, parce que là, on a mis 55 000 € sur la table, c'est expérimental. On voudrait aller plus loin, mais voilà, on n'y arrive pas. Donc, par ce biais-là, je pense que ça peut être une belle solution. Vous êtes candidat. Voilà, je ne peux pas parler à la place de ma directrice, mais bon... Voilà, donc, voilà. Vous avez la réponse. Vous avez le mot de la directrice. Alors, Emmanuel Cospe, puisqu'il faut une ancienne ministre, comme a dit André dans la démarche, je vous en prie. J'espère que ce n'est pas juste pour ça que tu m'as fait venir, André. Je ne crois pas, non. Bon, moi déjà, je peux vous dire que c'est une démarche extrêmement intéressante parce que, et en plus, elle est très ingénieuse. Et elle est intéressante parce qu'il me semble qu'un des enjeux en général et en particulier pour le logement social, ça va être de massifier toutes ces expériences. Une des difficultés, c'est qu'on arrive à faire des projets. La preuve, c'est que le projet de Solia, il arrive à sortir. Mais enfin, nous, on n'a pas envie de faire des trucs expérimentaux, des niches, d'aller quémander une petite pièce parce qu'on fait un truc très social pour des gens qui sont très, très en difficulté. On a envie de faire des choses de manière massive, industrielle, pour que ça soit j'espère que dans quelques années, ça sera des productions globales, y compris, je vous cache pas, on en a peu parlé, mais dans des programmes neufs, quand on est dans des territoires énergie positive, dans des nouveaux écoquartiers et tout ça, il y a des bailleurs qui voudraient faire de l'autoconsommation. Enfin, quand on voit les embrouilles, les difficultés, avec Enedis, non mais parce que j'ai beaucoup d'amis qui bossent chez Enedis et je suis ancienne ministre, donc je fais attention à ce que je dis, mais ça bloque beaucoup d'initiatives aujourd'hui, donc il y a ça. Après, il y a une seconde chose, je veux dire pourquoi c'est aussi ingénieux.
Un grand bailleur qui est propriétaire de plus de 100 000 logements, qui est soutenu par les collectivités, qui a beaucoup de fonds propres, il va pouvoir prendre le risque, y compris de prendre 30% de ses fonds propres sur une opération, de la porter, y compris parce qu'il est sur un tel volume d'action, de renommée, il peut le faire. Typiquement, Solia dans l'Aveyron, c'est ça qui est formidable, c'est d'aller dans une région où il n'y a quand même pas beaucoup d'argent pour le logement social. Solia, c'est quand même un opérateur du logement très social, avec des publics qui ont peu d'argent. On est sur un bâtiment où il n'y a pas beaucoup de logements, et il faut y aller. Et ça, si on n'a pas des aides comme ça, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que c'est vrai qu'un bailleur qui a un bâtiment avec 20 logements, il va se dire non, mais à quoi bon, on reste là-dessus. Donc s'il n'y a pas une initiative un peu nouvelle, puis un soutien, parce que je pense que d'ailleurs le soutien financier, c'est aussi une sorte de label, de regard, d'aide technique, j'imagine que ça va être aussi ça. Un label qui permet de se sentir un peu pousser des ailes pour le faire. Et puis après, je peux vous dire qu'il y a des bailleurs qui n'ont pas du tout d'argent de le faire. Moi, je suis présidente de Coalia Habitat. Coalia Habitat, c'est un bailleur qui ne loge que des gens très pauvres, essentiellement des foyers de travailleurs migrants et des gens à la rue. Donc, je peux vous dire, y compris, je suis propriétaire de patrimoine extrêmement vieux, avec des très grosses difficultés de réhabilitation, voire parfois proche de l'habitat insalubre. C'est des histoires très, très spécifiques des foyers historiques de travailleurs migrants, notamment en Île-de-France. Je ne vous cache pas que j'aimerais à terme qu'on puisse avoir de l'autoconsommation sur certains foyers. On a des foyers, on a quand même 300 résidents. Puis comme en plus il y a de la suroccupation très forte, je ne vous cache pas que si je pouvais diminuer mes charges d'énergie, mes fluides, ça serait génial. Mais ça, on est incapable aujourd'hui de le faire. C'est-à-dire que dans le monde des bailleurs, c'est comme dans le reste du monde. C'est qu'il y a des gens avec beaucoup d'argent et d'autres très peu. Et qu'on peut pas... en plus, les subventions ne vont jamais couvrir ça. Donc on a besoin... moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les innovations, notamment, que ce soit sur la construction durable ou que ce soit sur les maîtrises des fluides énergie eau, toutes ces innovations, il faut qu'on les mette sur les parcs le plus social qui loge les gens les plus pauvres. Parce que, et typiquement, je vais vous dire un truc, et c'est un autre sujet, mais on y viendra peut-être un jour, les centres d'hébergement, donc des endroits où sont hébergés chaque nuit quand même 140 000 personnes, toutes les nuits sont hébergées gratuitement en France. Mais les fluides, on les paye à coût de subvention publique puisque l'État paye 100% de la dépense. Mais je ne vous cache pas, si demain on avait des solutions avec des panneaux qui nous permettaient d'être en autoconsommation sur des centres d'hébergement, ça ne changera rien à la situation de la personne qui est logée. Ça changerait beaucoup pour l'association qui gère. Sauf que c'est vrai que on se bat tellement pour ouvrir des places pour loger des gens que je ne vous cache pas qu'aller dire à l'État, ça serait bien par ailleurs que... On est du bâti, mais c'est ça l'enjeu quand même. Et malgré tout, comme tout à l'heure, vous rappeliez que le solaire est arrivé par les propriétaires privés qui avaient de l'argent. C'est pareil chez les bailleurs. Les bailleurs les plus innovants sont quand même ceux qui ont pu dédier de l'argent à l'innovation sociale, technique, tout ça. Et donc, il faut qu'on inverse ça. Parce que je redonne les chiffres que j'ai dit tout à l'heure. 31% des ménages logés dans le parc social sont sous le seuil de pauvreté, donc c'est-à-dire moins de 1 000 euros par unité de consommation. C'est seulement 14% dans l'ensemble des ménages du parc privé et 8% chez les propriétaires. Donc il y a un enjeu énorme. 100 euros par an, c'est ça que tu as dit comme économie. C'est considérable. Et surtout, pour une dernière chose, pour tous ceux qui bossent un peu dans ce secteur-là, les bailleurs, quel que soit le public hébergé, ils luttent contre les impayés. Et l'impayé, il démarre à parfois un dépassement de budget de 5 euros ou 10 euros. Donc en fait, ce n'est pas d'un seul coup des gens qui changent totalement de situation. Parfois, une petite augmentation de la facture d'électricité, changement d'abonnement Internet ou téléphone, enfin des choses comme ça. À 10 euros près, on a des gens qui tombent dans la logique de l'impayé. Et le problème, c'est que c'est une spirale. Quand on est tombé dedans, il est très dur. Il y a du travail qui est fait dessus, mais c'est très dur. Donc voilà, vous comprenez, on est quand même sur des enjeux très importants. Et la question n'est pas que simplement de l'argent, mais c'est quand même un sujet énorme parce que les bailleurs sociaux vont pas prendre... Enfin, c'est des entreprises qui vont chacune faire des choix. Et c'est pas évident. Et même, j'ose pas poser l'action parce que Solia est un réseau national. C'est quand même un très gros bailleur au niveau national. Mais je suis sûre que ça n'a pas été de soi au départ pour Solia de faire ce choix-là parce que c'est un investissement très important. Et j'imagine les débats qu'il y a pu y avoir sur ce projet-là. Alors vous avez parlé de massification en parlant de cette initiative. Je pense que ça vous parle, hein, Sébastien Delpont, à travers notamment Energy Sprong.
Oui, et je pense que plus globalement, sur ces questions de solidarité énergétique, il y a beaucoup de choses à inventer. Et je pense qu'il faut vraiment encourager tous les projets positifs pour essayer des choses. Et ça, je trouve ça effectivement très bien d'essayer ces questions-là. J'en parlais d'autant plus de liberté que je découvre en même temps que vous. Et je pense qu'il y a aussi plein d'autres choses et qu'il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que voilà, il y a des régions qui réfléchissent, c'est quoi des logiques de troc énergétique? Ça, c'est des choses intéressantes aussi. Est-ce que demain, il y a des paiements en monnaie locale? Il y a des gens qui font des contrats de performance énergétique où, pour le coup, tout le delta de ce qu'on fait en économie, on ne le récupère pas en espace non débouchante, mais en monnaie locale qu'on ne peut investir que pour des actions locales, solidaires. Voilà, il y a des choses intéressantes à explorer encore. Voilà, c'est bien aussi d'avoir des mécanismes fiscaux. La question, comment aussi va plus flécher d'argent privé, au-delà des budgets solidarité ou philanthropie des entreprises. Ils ont parfois des plus grosses dépenses énergétiques. On a vu des controverses sur la verditude des certificats verts récemment. Voilà, aujourd'hui, on a des labels verts, on n'a pas trop de labels équitables dans l'énergie. Mon café, il est parfois bio et équitable. On pourrait aussi imaginer qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à payer leur électron 10% plus cher parce qu'il est vert et seraient prêts à le payer 20% plus cher parce qu'il est vert et solidaire. Et là aussi, c'est intéressant pour des acteurs économiques comme des bailleurs ou Solia, c'est pourquoi se limiter à l'autoconsommation? Peut-être aussi il y a des choses qu'on pourrait revendre au réseau. Si j'ai quelqu'un qui est prêt à me le racheter à un prix décent qui justifie. Et demain, aujourd'hui, c'est très rassurant pour un bailleur. Si demain, on parlait de LVMH, de Sanofi, de qui on veut, en tout cas, se dit, effectivement, dans tous mes achats d'électricité, je les rachète en masse à un prix 20% plus cher que le marché, mais je veux être sûr que ce surplus, il aille bien à Solia, au bailleur derrière, modulo peut-être un intermédiaire, mais qui permet aussi de flécher et de sécuriser. Quand je fais mon modèle économique de bailleur, si je sais que je vais avoir un prix de revente de 12, parce qu'effectivement, j'ai 4 de premium liés à ça, parce que faut inventer ce label commerce équitable de l'énergie. Mais bon, il y a plein de choses qui sont à explorer. Je n'ai pas la réponse, il y aura plein d'autres porteurs de projets, mais je pense qu'il faut encourager toutes ces démarches d'explorer ces nouvelles formes de solidarité énergétique, celle-là et d'autres, en mêlant effectivement des possibilités fiscales qui existent, mais effectivement ça, parce que je pense, vous le souviez, massifier, c'est comment des modèles qui changent d'échelle. On ne pourra pas malheureusement simplement faire du gratuit partout pour fournir de l'électricité gratuitement aux gens. Il faudra sur du très très social, mais si sur du un peu social, un peu moins en tout cas précaire, on arrive à des modèles qui tournent avec des modèles plus facilement reproductibles, avec des équations qui tournent, parce qu'on se laisse, ça sera aussi, je pense, vraiment intéressant, et l'innovation, effectivement, elle est nécessaire à ces différents étages. Alors finalement, on arrive, quand on parle de logement social, on a réfléchi globalement au modèle énergétique et comment on pouvait changer le système. Finalement, c'est ce que vous faites chacun à votre manière, si on peut dire. Alors je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, mais je voulais passer la parole s'il y a des questions dans la salle, parce que c'est aussi l'objet... Richard, il est prêt à parler? Alors, je vais lui tendre un micro. Voilà. Merci, c'était pour Solia. Je pense que vous êtes pionnier parce que déjà vous avez devancé la loi. Vous avez fait une opération d'autoconsommation collective sans personne morale organisatrice de cette opération parce que vous étiez un office. Donc vous étiez précurseur et je vous en félicite. Après, vous êtes sans doute un deuxième précurseur parce que l'électricité, elle est gratuite, mais descendre la colonne montante, ça s'appelle un TURP. Et puis derrière, normalement, on a de la TICFE, de la TCFE, de la TVA sur ces électrons. Donc l'énergie, elle est gratuite, mais tout le reste ne l'est pas. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que finalement, ce qu'on va donner à ces locataires, on ne va pas être obligé de payer pour le donner parce qu'il y a toutes les taxes par ailleurs? Donc ça, c'est une grande question parce que de cette réponse-là... je ne sais pas si vous en êtes assuré auprès des autorités. Et la deuxième chose, je souscris à ce que disait Sébastien. Aujourd'hui, le don d'électricité n'existe pas. C'est-à-dire que si je suis un autoconsommateur, je bénéficie de l'aide publique et je suis obligé de vendre mon électricité à EDF, obligation d'achat. Je n'ai pas le droit de le donner aux précaires de ma commune. Et ça, c'est quand même une porte qu'on pourrait ouvrir. J'ai le droit de le donner au réseau pour compenser ses pertes. C'est super. Mais oui, mais non, sinon tu n'as pas d'aide. Non, tu peux le donner dans le cadre d'une opération collective. Oui, mais si je suis un autoconsommateur individuel aujourd'hui, on incite entre guillemets à l'égoïsme et pas à la solidarité. Donc, il n'y a pas grand-chose à changer dans l'arrêté pour pouvoir le faire. Ça pourra peut-être donner des idées. Juste pour revenir sur le TURP, c'est vrai que la question s'est posée. On a échangé avec Enedis à ce sujet.
Et en fait, moi, je me suis amusé à calculer un petit peu le trajet de l'électron qui était produit sur le toit. Et vu qu'on travaille en vertical, bon, quand j'ai additionné tous mes mètres, je suis arrivé à peu près à 30 mètres. Donc, on paye des taxes sur 30 mètres de câbles électriques. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu râler quand même. Et du coup, malgré qu'on mette à disposition cette énergie, on paye quand même la taxe. Donc c'est vrai que là-dessus, on est un peu... on n'a pas été récompensé en tout cas, quoi. Voilà. Pour rebondir sur ce point, je pense que c'est un vrai sujet sur lequel il faut que les autorités soient lucides. C'est qu'à un moment, il y a le bon sens paysan. Si on se rend compte qu'être solidaire, c'est tirer 10 mètres de câble, les gens vont produire et échanger de l'énergie verte au noir. Donc voilà, parce que si c'est plus simple, parce que c'est infernal de passer par la voie classique et la colonne montante et qui tire du câble, je ne suis pas sûr que ce soit le plus simple pour les installations électriques. Mais bon, je pense qu'à un moment, si on n'a pas un cadre, ça risque d'entraîner des bricolages qui ne sont pas forcément souhaitables. Non, ça ne marche pas parce que le compteur Linky il est là et que l'énergie vienne du solaire, du toit ou qu'elle vienne du réseau, vous paierez la totalité aux fournisseurs d'énergie. Donc ça ne marche pas. En tout cas, j'ai vu des systèmes un peu dans des pays un peu moins au réseau, un peu moins fiables que chez nôtres, où des gens se parasitent un peu en se branchant de façon sauvage sur des réseaux et il se passe des choses. C'est autre chose. Je dis juste que on n'est pas à l'abri que la solidarité se fasse de façon un peu trop artisanale de ce point de vue et ça serait dommage quand même. Donc. Suite à cette question, je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on fasse attention avec la promesse de la gratuité ou tout ça. Je crois que c'est un des objectifs qui pousse à faire ce type de projet, mais je pense que, en tout cas, face à des publics qui sont quand même en difficulté sociale ou qui n'ont pas beaucoup d'argent, il me semble que parler d'autoconsommation, que ce soit un projet plus que juste vous payerez moins votre énergie ou elle sera gratuite. Déjà, c'est l'énergie que vous produisez. Ensuite, il y a tout le projet, je trouve, de concertation, le projet de recréer du lien autour d'un bâtiment dans lequel on vit. Et je ne vous cache pas qu'il y a des quartiers compliqués d'habitat social sur lesquels ça peut être un prétexte à recréer du lien social, comme l'ont été les jardins partagés, les concours de balcons fleuris et tout ça. Et ce que je sais, pour l'avoir vu quand on a fait des passages, quand on a fait des réhabilitations avant qu'on les fasse en BBC, où on a fait des passages avec notamment, je me rappelle, l'eau chaude sanitaire, on expliquait aux gens qu'ils allaient faire des économies et tout ça. On leur parlait que de ça, on leur disait même pas l'avantage pour les émissions de gaz à effet de serre et tout ça, parce à l'époque, on en parlait peu. Ça a échoué, parce que les gens ne regardaient que la facture. Et en plus, je ne vous cache pas que la question de la gratuité dans le parc social, c'est pas aussi si évident que ça, parce que ça crée d'autres questions. Donc je pense qu'il faut plutôt qu'on arrive à avoir des discours qui sont pas réduits à la question du coût, parce qu'y compris, ça a été dit, la question du coût de l'énergie en général. Bon, ça, faut qu'on fasse très attention. Par expérience, parce que moi j'ai vu des concertations avec des habitants qui qui ont refusé des projets, parce qu'entre le début du projet, alors c'est pas que lié à ça, je l'ai vu sur de la géothermie, et vous avez bien vu les évolutions des prix liées à la géothermie, et donc des projets qui étaient intéressants ne le sont plus parce qu'on n'a parlé que du coût et de l'économie. Et ça, c'est très réducteur, me semble-t-il. Mais ça, c'est aussi le rôle des bailleurs de faire quelque chose de plus large. C'est vrai que je suis d'accord avec ça, il n'y a pas que le coût, mais c'est vrai que cette démarche qu'on a eue, ça a vraiment permis de recréer un lien et d'avoir une approche globale au logement, c'est-à-dire qu'on a parlé d'électricité, mais on a parlé aussi de la température dans le logement, on a parlé des économies d'eau, on a mis des choses en place, et je pense que c'est un levier qui a permis de faire évoluer la mentalité globale et les pratiques du locataire aussi, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une autre... Il y a deux mains qui se lèvent, donc allez-y, on va tendre un micro. Oui, bonjour, Alain Argenson. Ma question est à Solia. Quel était le mode de chauffage des logements ? En fait, il y a des chaudières à gaz, donc, et ensuite, on a travaillé donc, sur l'énergie électrique qui sert au quotidien, quoi. Oui, alors en fait, l'énergie électrique, elle n'est pas gratuite. Vous avez payé l'installation. Donc, qui a financé l'installation ? C'est nous qui avons financé l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc c'est vous qui avez financé. Donc en fait, le kilowattheure a un coût que vous ne répercutez pas au locataire. Ça, c'est votre problème de comptable. Mais en fait, ça a un coût. Et en particulier, l'autoconsommation, faut quand même, on en parle beaucoup, et moi je suis pour, mais l'autoconsommation, quand on est dans l'Aveyron, probablement
qu'on arrive à faire un kilowattheure moins cher que ce que vous vend EDF, mais pas à Paris, et encore moins dans le Nord. Donc, je veux dire, il faut quand même faire très attention sur ce dont on parle, parce que ce n'est pas du tout la solution à tous nos problèmes. Et en France, l'électricité n'est pas chère. Hein, il faut arrêter de dire que l'électricité est chère. Il y a d'autres choses qui sont chères. Ce qui est cher, c'est les logements non isolés, comme le dit Madame Cos. Mais l'électricité en elle-même, il faut faire des économies d'énergie. Ça c'est la première chose. Alors, je ne sais pas si dans votre projet, Solia, bon, je connais un petit peu Solia, parce que mon frère y travaille, mais bon, c'est quand même une façon un peu... Moi, je ne trouve pas que c'est normal de mettre de l'électricité gratuite, parce que l'électricité n'est pas gratuite. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est assez symbolique, parce que finalement, ils continuent de payer leur facture d'électricité. C'est une toute petite partie, enfin, c'est une partie, pas une petite partie, c'est une partie de l'électricité qui est prise en charge. La réalité, c'est que les kilowattheures que vous leur fournissez ont un coût peut-être inférieur à celui qu'ils achètent, mais c'est quand même préférable de les faire payer le réel prix que ça vous a coûté. Oui. Vous êtes peut-être à 7 ou 8 centimes et qu'il a payé 15. Non, mais ça dépend. Si vous voulez, on peut choisir. Quand il y a des subventions sur des projets, ça veut dire que c'est la collectivité qui paye. Bah, attendez, c'est un choix. Vous avez des énergies qui ont été subventionnées pendant longtemps, d'autres qui ne le sont pas. Ben, peut-être. Bon, mais si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur une dynamique. Le solaire, vous le savez, son prix a été divisé par 10 en 10 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va continuer. Hein. On va à peu près baisser de 25% les prix dans les 5 années qui viennent, et on va diviser par 2 les prix dans les 10 ans qui viennent. Et ça, c'est pas... Non, mais vous pouvez lever les yeux au ciel. Je vous garantis que c'est ce qui va se passer. Parce que les industriels qui sont aujourd'hui à la manœuvre, des industriels asiatiques pour la plupart, parce que malheureusement, en France, vous le savez, on n'a pas voulu s'intéresser à ce sujet il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ils se mettent en ligne pour fabriquer 10 fois plus de panneaux solaires que ceux qu'on fabrique aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en gros dans une jauge de 100 gigawatts par an au niveau mondial. Ils se mettent en ligne pour fabriquer 1000 gigawatts en 2025. Les prix vont s'effondrer. Mais non, ça coûtera moins cher qu'un double vitrage, le panneau solaire. Il faut comprendre ça. Nous, écoutez, on a des prix aujourd'hui pour les appels d'offres, là. Les fabricants nous donnent des prix qui vont être en vigueur dans 2, 3, 4 ans. Puisqu'on répond aux appels d'offres, c'est que les projets se font à cet horizon-là. On voit bien les prix qu'ils proposent. C'est déjà en forte baisse. Donc, si vous voulez... Oui. Ça a été en forte baisse dans les 5 années précédentes. On est dans un asymptote, les prix vont baisser, c'est sûr. Si on ne fait pas un saut technologique sur les panneaux eux-mêmes, c'est-à-dire de passer de 20% à 30%, il n'y aura pas de baisse considérable du prix. Il y aura une baisse, je vous l'accorde. Non, mais je ne vous ai pas dit qu'on y allait diviser par 10 dans la décennie. Oui. C'est toute l'électricité qui va autour. Le panneau eux-mêmes représente de moins en moins dans l'ensemble, et l'ensemble ne va pas baisser, ne va pas être divisé par 2. Vous me rappelez les fonctionnaires de Bercy qui m'ont dit il y a 10 ans, Monsieur Joffre, vous rêvez tout droit. C'est pas la peine. Le solaire ne sera jamais qu'un gadget. Combien de fois j'ai entendu ça? Jamais ce ne sera rentable. Combien de fois on me l'a dit? Et aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une phase qui est très différente. On est en train de tangenter la rentabilité. Oui, c'est vrai. Et donc, plus on va avancer, vous savez, on n'a plus besoin de diviser par 10 maintenant dans les années qui viennent. Je vous dis, dans les 10 ans qui viennent, on va diviser par 2. Et ça suffira pour que ce soit rentable partout. Dans 10 ans, tous nos toits seront bleus. Alors moi, ce que je propose, c'est que vous continuez l'échange au-delà, parce qu'on pourrait, je crois, continuer pendant très longtemps sur le sujet. Merci pour votre question et votre réponse. Il y avait encore je prends une dernière question, allez-y. Oui, bonjour, Gauthier Perrin de la région Grand Est. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est pour apporter un témoignage que Soliora aurait dû venir faire son projet chez nous, parce qu'en région Grand Est, on donne des subventions pour l'autoconsommation collective. On a un appel à projet et nous aussi, on est souscrit. Ça veut dire qu'on a peu de candidats, on a peu de projets, on en a quelques-uns, dont un porté par un bailleur, mais qui va pas
démarrer tout de suite. Donc on apporte de la subvention. Alors, on peut être pour ou contre, mais en tout cas, pour l'instant, il y en a encore besoin. Et voilà, donc c'est pour passer un message que s'il y a des bailleurs qui veulent, ou d'autres, qui veulent faire des projets d'autoconsommation collective en région Grand Est, ils sont les bienvenus chez nous. Voilà, merci pour l'appel, c'est quand même intéressant. Bon, éventuellement, comme ce n'est pas une question, si quelqu'un veut encore dire quelque chose, on a encore un peu de temps. Il n'y a pas de questions? C'est bon? Vous voulez rien ajouter, les uns et les autres? Allez-y, oui. Ouais, allez-y. Je voulais quand même expliquer quelques freins qu'il va y avoir dans le monde du logement social sur l'autoconsommation collective comme sur d'autres choses. D'une part, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où en fait les gens payent un forfait. Ils sont au forfait. Et y compris parce que dans l'histoire du logement social, pendant longtemps, y compris a été justifié le forfait avec l'idée qu'il y avait une sorte de péréquation interne au bâtiment et qu'en gros, qu'on habite au rez-de-chaussée, au premier ou au dernier étage, on était sur des forfaits. Ce qui pose des tas de questions, notamment sur l'eau aujourd'hui. Vous avez bien compris, personne seule, personne avec enfant et tout ça. Toute la bataille des compteurs individuels pour les frais de chauffage et l'eau est vous avez bien vu, il y a des questions réglementaires qui sont revenues. Et ça, c'est un vrai frein, y compris dans la culture de savoir qu'est-ce que je paye vraiment. Alors ça a aussi permis à pas mal de bailleurs, et notamment à des fournisseurs d'énergie, de s'engraisser fortement sur les locataires pendant très longtemps, parce que derrière le forfait, il n'y a aucune transparence. Même si c'est tout le débat qui oppose entre la connaissance individuelle des choses et ça. Mais ça va être un frein réel. Deuxième chose, on a les plus beaux parcs, les gros parcs immobiliers sont souvent en métropole, rattachés à des réseaux de chaleur. Voilà. Et puis après, les bailleurs sociaux aujourd'hui, parce qu'il y a aussi des choses qui changent, n'ont pas exactement les mêmes moyens qu'ils avaient encore il y a 2 ans. Alors, je veux dire, les oppositions qu'il y a eu entre les bailleurs sociaux et le gouvernement depuis 2 ans, c'est pas simplement des histoires de chiffres. C'est que les bailleurs sociaux, c'est 17 milliards de travaux par an, c'est à peu près, je crois, 13 milliards sur la construction neuve et 4 à 5 milliards sur la réhabilitation. Mais quand vous enlevez aux bailleurs sociaux des ressources financières, et qu'en plus vos locataires s'appauvrissent parce que c'est une réalité, notamment avec la réforme des APL, ça a un impact énorme sur l'innovation à venir, qui est en même temps compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, les bailleurs sociaux, comme c'est quand même une sorte de groupement, c'est pas comme des multiples propriétaires privés, quand le gouvernement a des objectifs sur la rénovation des logements, il appuie sur le bouton bailleurs sociaux et le bailleur social lui en sort 150 000 par an. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est des choses à prendre en compte si on veut sortir des projets, que ce soit dans l'autoconsommation ou y compris d'autres choses sur les questions énergétiques. Et puis la dernière chose quand même, et vous le savez, c'est que le parc n'est pas le plus énergivore dans le parc social, notamment parce qu'on utilise beaucoup le gaz. Donc je n'ouvre pas un débat là, vous l'aurez après. Mais voilà, donc c'est très compliqué de changer la tendance parce qu'en fait, le parc social n'a pas la même relation à l'électrique. Donc ça explique aussi un certain nombre de choses qui peuvent derrière mettre en difficulté des projets. Voilà. Merci beaucoup. Alors Sébastien veut dire quelque chose en 2 minutes, attention. Oui, très rapidement. C'est juste qu'effectivement, ça va être un gros sujet fondamental. On ne pourra plus construire un logement neuf sans photovoltaïque bientôt. Donc forcément, cette question d'intégrer l'autoconsommation dans les projets neufs, ça va être une évidence partout. Moi, mon sujet, c'est aussi de rappeler qu'il y a quand même un patrimoine significatif existant avec un potentiel. Il va falloir prévoir de plus en plus les cas complexes, de l'intégrer dans des opérations qui, je pense, seront vertueuses parce qu'elles ne seront pas que photovoltaïques, mais qu'elles seront plus globales de réhabilitation des logements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les rénovations énergétiques qui inclusion là sont trop rares, à mon goût. Et je pense qu'il faut oser aller très loin, très fort. C'est le projet que je porte, je prêche un peu pour ma paroisse, de ramener les bâtiments à 0 énergie quand on les rénove. Mais je pense que c'est un sujet, parce qu'effectivement, le cadre n'est pas complètement adapté à ça. Mais je pense que ça va être un vrai sujet d'intérêt et important. On voit 4 milliards, vous dites, dans la rénovation, ce n'est pas insignifiant. Voilà, avec aussi des modèles d'affaires qui devront travailler. Et on voit bien que pour que l'équation tourne, il faut être un peu créatif. Donc, ravi d'expérimenter et d'échanger avec ceux qui peuvent avoir des bonnes pratiques en la matière. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'être intervenus. On peut vous applaudir pour cette table ronde.